enseignement supérieur privé qui a été créé il y a 18 ans autour d'un certain nombre d'écoles. Aujourd'hui, on a plus de 35 écoles, des écoles de communication, de journalisme, des métiers du digital, de production, luxe, mode et beauté, Paris School of Content, une école des métiers du sport qu'on a créée avec Teddy Riner, des écoles liées au tourisme, beaucoup de BTS également, et Green Management School, évidemment, la dernière école que nous avons le plaisir de créer. Et on vous en fera une petite présentation également aujourd'hui. Media School, c'est également des médias avec Stratégie, CB News, le Journal du Luxe, Hush et Pub en Belgique, et une trentaine d'événements qui sont associés à ces médias. Voilà. Merci Franck, merci à toutes et tous d'être là avec nous pour ce webinaire. On avait rendez-vous en fait à la fin du mois de mars avec l'Union des marques pour une conférence de présentation de Green Management School un peu à l'ancienne mode, hein, à l'ancien monde, c'est-à-dire le monde d'avant le 17 mars, puisqu'on avait prévu de se voir avec une estrade, avec des micros, avec des questions-réponses, enfin un truc vrai, quoi, réel. Et évidemment, nous avons été obligés de surseoir à cet événement, mais on a tenu à l'organiser quand même aujourd'hui de façon virtuelle hein, et puis un petit peu en correspondance avec ce monde intermédiaire, cette période un peu intermédiaire dans laquelle nous sommes entre ce monde d'avant et un monde un peu rempli d'inconnus. Et on va discuter avec vous et avec Claudine Pagon, directrice associée de l'agence Insign, experte en positive impact, du management de ce monde à plein d'inconnus. Et si nous n'avons pas la prétention à Green Management School de réinventer la roue ou d'être particulièrement visionnaire, on est bien content d'avoir commencé il y a quelques mois à réfléchir à la création de cette école qui me semble-t-il, trouve encore plus sa pertinence dans le contexte actuel, à la fois avec les objectifs qu'elle entend atteindre, mais aussi son fonctionnement qui est presque aux trois quarts dématérialisé. On va parler rapidement de Green Management School, une petite dizaine de minutes, et ensuite vraiment rentrer dans le cœur du sujet avec Claudine et répondre à vos questions. On a prévu un long moment de questions-réponses à la fin de ce webinaire pour que vraiment le dialogue s'engage avec la salle. Franck. Oui, donc en fait, cette idée nous est apparue il y a à peu près un an et demi. Elle m'a été soumise quasiment en même temps par Audrey Pulvar et Franck Kerfone, qui est le directeur de Media School à Nice, pour la création d'une école qui formerait les managers de la transition écologique et solidaire, aussi bien une école qui s'adresse à des étudiants de Bac plus 3, puisqu'on ouvrirait un Master 1, un Master 2, qui serait en alternance dans les entreprises et qui aurait ce rôle-là d'être dans les entreprises un peu l'expert de la transition écologique, de l'éco-responsabilité. Voilà. Et à côté de ça, dans la réflexion que nous avons eue, il nous a paru nécessaire effectivement de sensibiliser également les entreprises sur le fait que nous ne ferions plus nos métiers comme avant. On ne serait plus comme avant, DRH comme avant, directeur de marketing comme avant, on ne serait plus DRH comme avant, on ne serait plus directeur des achats comme avant. Tout simplement, les choses changent. Et donc, l'idée, c'est également de former dans l'entreprise, en fait, les cadres, les collaborateurs, les dirigeants, pour que toute l'entreprise soit embarquée dans ce mouvement. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé d'accélérer la création de cette école. On a commencé à en parler à la fin de l'année 2019, donc bien avant effectivement le coronavirus. Et on a décidé avec Audrey Pulvar et Franck Kerford, en fait, d'installer cette école à partir du 3 octobre, en fait, dans l'ensemble des campus qui sont ceux de Media School, un peu dans toute la France et en Europe. Alors le 3 octobre, c'est la rentrée des profs en fait, hein, parce que c'est un samedi. Mais la vraie rentrée pour nos étudiants, ça va être le 5 octobre, si tout va bien. Comme Franck vient de le dire, on s'adresse essentiellement à des cadres dirigeants à la recherche de formation continue, à des jeunes diplômés qui postulent pardon, dans vos entreprises, à des responsables de collectivités locales. L'objectif de Green Management School, c'est de former les cadres, soit déjà en poste, soit en devenir, à la décision managériale éco-responsable. L'idée, c'est vraiment pour ceux d'entre vous qui sont déjà
sensibiliser, familiariser avec le langage des militants écologistes ou des scientifiques qui se penchent sur ces questions-là. On parle souvent de cycle de vie bien, de ce que vous produisez, vous, dans les entreprises, et d'un cycle de vie qui devrait être éco-responsable. Et l'idée de Green Management School, c'est faire en sorte que le cycle de vie de la décision managériale soit entièrement éco-responsable. Moi, j'ai quitté le métier de journaliste il y a presque 3 ans pour prendre la présidence de la fondation Nicolas Hulot, la fondation pour la nature et l'homme. Et depuis presque 3 ans, je me consacre aux questions liées à la lutte contre le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité. J'ai quitté la fondation entre-temps parce que Nicolas a repris ses fonctions, mais je continue inlassablement à travailler, à militer, à évangéliser sur ces questions. Et j'ai rencontré depuis 3 ans des milliers de personnes, des chefs d'entreprise, des agriculteurs, des chefs d'établissement, des étudiants, des élèves de collège et de lycée, des responsables associatifs, des élus, des responsables de collectivités territoriales. Et ce qui s'est dégagé, entre autres, évidemment, pas que ça, mais ce qui s'est dégagé, entre autres, de toutes ces rencontres, de toutes ces discussions, de toutes ces visites sur site, c'est une vraie demande de la part de jeunes diplômés, de la part de chefs d'entreprise quand ils ont des entreprises, des TPE, des PME, parfois des artisans ou même des PME de petite taille, vraiment une demande de formation et de connaissances transversales sur les sujets liés à l'urgence climatique et à l'effondrement de la biodiversité. L'urgence climatique et l'effondrement de la biodiversité, leur impact sur nos existences dès aujourd'hui et bien sûr encore plus demain, ne peuvent plus être considérés comme périphériques ou ne peuvent plus être négligés par les chefs d'entreprise. Alors je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui réfléchissent déjà à ces questions, qui sont déjà engagés dans des démarches très volontaires sur le sujet. Certaines PME de bonne taille ou grandes entreprises ont les moyens de dédier vraiment un département à ces questions-là, à la RSE, au développement durable. Mais l'idée, si vous voulez, c'est que ces questions-là ne concernent pas, entre guillemets, que votre responsable RSE ou que votre directeur ou directrice du développement durable. Ce sont des questions qui concernent l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise et singulièrement l'ensemble des managers. On n'est pas chacun dans son couloir, un directeur des achats, un directeur de la communication, un directeur des ressources humaines, un directeur juridique qui prendrait des décisions et puis à côté du chef d'entreprise, il y aurait une RSE qui vérifie la compliance. Non, il faut que chacun soit imprégné de ces sujets-là et ce ne sont pas, on va le voir avec Claudine tout à l'heure, c'est pas non plus des sujets périphériques ou un paramètre qu'on prendrait en compte pour faire joli dans une propale ou dans une presse. Ce sont vraiment aujourd'hui des sujets profonds de changement, de transformation des métiers et de responsabilité pour les entreprises. Et c'est aussi une question de respecter la loi pour certains et certaines d'entre vous en fonction de leur activité. Je fais souvent le parallèle entre entreprise et gouvernement, pas pour dire que on gouverne un pays comme on est chef d'entreprise, mais un gouvernement aujourd'hui qui s'intéresse aux questions d'urgence climatique et d'environnement au sens large ne peut pas en faire un compartiment de ses politiques publiques parce que ces questions-là, ce sont des questions évidemment d'agriculture, d'alimentation, de santé publique, de transport, de mobilité, d'aménagement du territoire, c'est des questions de justice. Les actions en justice contre les multinationales, contre les collectivités, contre les États se multiplient dans le monde, sont des choix industriels, évidemment, ce sont des choix énergétiques et des questions de sécurisation de l'approvisionnement en énergie. C'est une question de sécurité intérieure, de libre-échange. Et dans une entreprise, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une question qui concerne aussi bien le directeur des achats que le directeur de la communication, que le directeur des ressources humaines, que le directeur financier, que évidemment, directeur juridique. Et l'idée, c'est vraiment pour ces jeunes diplômés qui viennent frapper à la porte et qui sont de plus en plus exigeants sur ces questions-là, pour ceux de vos cadres, ceux de vos collaborateurs qui se posent la question de la conformité entre leurs décisions au quotidien et vos valeurs et votre raison d'être et le souhait de réduire leur empreinte écologique. Pour toutes ces personnes-là,
il y a parfois une nécessité de formation de fond. Et c'est ce constat-là qui nous a poussé à créer Green Management School et à proposer à nos étudiants un enseignement 70% distanciel et 30% présentiel. Donc, on y avait déjà réfléchi avant la crise du coronavirus et on se rend compte aujourd'hui que voilà, c'est d'autant plus pertinent. Donc, Franck le disait tout à l'heure, c'est un enseignement Master 1 et Master 2 pour des étudiants donc déjà avancés et qui, en contrat d'alternance dans vos entreprises, on l'espère, suivront notre programme. C'est un programme qui va les former à la fois sur la finance responsable, la justice climatique, les impacts sur la biodiversité, les former sur la question du réchauffement climatique et de ses conséquences, mais aussi les interroger, les former à l'éthique, à l'empathie, à la responsabilité individuelle. J'en termine rapidement avec une présentation succincte et rapide de notre conseil scientifique et de enfin une partie de notre conseil scientifique et une partie des enseignants qui nous rejoignent. La liste n'est pas exhaustive, mais nos étudiants, vos cadres dirigeants en recherche de formation continue auront vraiment de la chance de profiter des lumières et de l'enseignement de personnes comme le philosophe Dominique Bourg, qui est un grand spécialiste de la pensée écologique et de la démocratie écologique. La philosophe économiste Sophie Swatton est avec nous également. Elle est spécialiste de l'économie sociale et solidaire. Grand spécialiste, et vous avez dû beaucoup l'entendre parler ces derniers temps, de géopolitique et d'environnement et des migrations, François Gémen, qui sera également avec nous. Marie-Antoinette Mélière, elle aussi une grande spécialiste du climat, de la paléontologie du climat. Loïc Blondiot, professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et qui, lui, est spécialisé dans les questions de démocratie participative, de participation citoyenne. Il est d'ailleurs en ce moment membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat dont vous avez entendu parler, qui a été créée par Emmanuel Macron après le mouvement des Gilets jaunes. On aura avec nous également l'ingénieur agronome Pierre-Henri Gouillon, qui est un spécialiste mondialement reconnu, champion toute catégorie des questions biodiversité, tout comme Marc Dufumier, docteur en géographie et agronome, qui lui est spécialiste des questions d'agriculture et d'alimentation. On a aussi Florent Augagneur, qui est spécialisé dans les liens entre les questions environnementales et démocratiques, et en ce moment vice-président de la Commission nationale du débat public, mais aussi, et j'en termine, Hélène Thénault, spécialiste de la transition écologique et solidaire et qui est ingénieure des ponts et chaussées, et d'autres personnes comme Luc Abadi, biologiste de renom, qui va nous rejoindre. Et puis, on a avec nous une femme de communication. Elle est là ce soir, c'est Claudine Pagon, entrepreneur. Claudine, directrice, entrepreneure ou entrepreneuse, je ne sais pas comment tu préfères. Moi, je préfère entrepreneure. Oui. Directrice associée de l'agence Insign, agence de conseil en stratégie de transformation des entreprises. Si certains d'entre vous ne connaissaient pas cette agence, qui gagne à être connue, Claudine, tu as créé l'offre Positive Impact pour accompagner les entreprises, les aider à passer à l'économie positive. Et justement, on en parle ce soir. Tu es avec Insign, partenaire de l'Institut de l'économie positive, et vous travaillez sur le sujet de la transformation des entreprises, sur leur capacité à réduire leur empreinte environnementale et d'entamer des processus profitables mais durables. Et ce n'est pas qu'une question de RSE. Exactement, je pense que enfin raisonner écologie et économie a tout son sens et devient un enjeu stratégique pour les entreprises. Et quels métiers, alors quels compartiments de l'entreprise sont déjà concernés et le seront d'autant plus après cette crise, selon toi? Donc évidemment, la RSE est le point de départ de la réflexion, mais au-delà, c'est vraiment le rôle sociétal et environnemental de l'entreprise sur lequel il faut travailler. On a la loi Pacte qui a déjà encouragé le mouvement en permettant à l'entreprise de se définir une raison d'être, c'est-à-dire de se dire comment l'entreprise peut être gérée dans son intérêt, non pas uniquement l'intérêt pour les associés, mais l'intérêt pour la société, pour l'environnement. Et aujourd'hui,
je pense que cette crise que nous vivons, on parlait sur la slide de titre qu'on a préparée à l'agence, on parlait de crise de confiance parce que vraiment de la crise sanitaire, on est passé à une crise de confiance. Il y a les derniers chiffres du baromètre de la confiance des ménages qui sont sortis et qui sont les chiffres les plus bas du niveau de confiance depuis que le baromètre existe. Donc une crise de confiance envers les gouvernements, une crise de confiance envers les médias et puis nos entreprises qui subissent 3 chocs, ce qui est vraiment inédit. Et on ne sait pas exactement comment on va tous s'en sortir, mais il y a un premier niveau où il y a un choc de l'offre avec un arrêt total ou partiel de nos activités dans les entreprises, premier niveau. Ensuite, un choc de la demande avec un transfert de la consommation vers des biens de première nécessité, un arrêt total de la consommation de certains produits et choc de la demande. Et quand on est dans le contexte de l'union des marques, je pense que ça a encore plus de sens. Ça veut dire également que la marque, elle perd le lien avec ses clients, avec ses consommateurs. Donc, il va falloir se relever de ce choc. Et puis, bien entendu, un choc financier avec des créances qui seront peut-être jamais payées, avec des problèmes de liquidité, de solvabilité. Donc, face vraiment à ces chocs que l'entreprise subit, la population, les consommateurs, attendent une réaction des entreprises. Parce que, comme je disais en introduction, l'entreprise a un rôle dans la société. Et pour les consommateurs, le pouvoir de la carte bleue a vraiment de l'importance. Donc, il y a des choses qui ne passent plus. Les consommateurs sont très vigilants sur les entreprises qui ne feraient pas preuve d'éthique vis-à-vis de leurs salariés, les entreprises qui continueraient des stratégies commerciales offensives comme si de rien n'était, par exemple. Et puis, mouvement de plus en plus fort également, on va relancer l'économie. Il y a des aides qui vont être données, des aides publiques. Et je crois qu'aujourd'hui, donner des aides sans demander des contreparties environnementales, par exemple, à des entreprises polluantes, est quelque chose qui ne passera plus. C'est-à-dire qu'une entreprise qui peut être la cause des problèmes climatiques et qui ne fait rien pour changer son modèle économique ou pour limiter son impact sera sanctionnée par les consommateurs et par l'opinion publique. Et je t'interromps 2 secondes, Claudine, parce que tu disais, tu parlais du pouvoir du consommateur et moi souvent dans mes contacts, mes conférences, je dis aux gens qu'ils ont des super pouvoirs qu'ils ignorent peut-être, qui peuvent même être des super héros de leur vie, parce qu'ils ont des super pouvoirs en tant que consommateur, effectivement, en tant que citoyen et en tant qu'électeur. En tant que citoyen, parce que beaucoup posent la question, et je suis sûre que parmi nos 513 participants dans la salle, 514 maintenant, certains et certaines se demandent, mais qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau, soit à titre personnel, soit avec mon entreprise. Donc ça, c'est le citoyen ou la citoyenne qui parle et qui veut s'engager. On a des super pouvoirs en tant qu'électeur, bien sûr. Je ne vais pas faire de politique ici, mais en tant qu'électeur, on peut se poser la question de la responsabilité des propositions qui nous sont faites par ceux qui sollicitent nos suffrages. Et puis, on a effectivement un très, très gros pouvoir en tant que consommateur avec sa carte bleue, même si, et là, il y a aussi une responsabilité des marques dans le sujet, même si le consommateur n'est pas forcément toujours informé. Et ça, c'est une vraie difficulté parce que, bon, à vous de voir si vous en jouez ou pas, mais côté consommateur,
il peut y avoir cette sensation que, ok, ben on n'a qu'à boycotter, on n'a qu'à ne pas acheter, sauf que parfois on ne sait pas en fait ce qu'on achète, on ne sait pas voilà la provenance d'un produit et ça rejoint des sujets qui sont évoqués depuis le début du confinement sur la supply chain, la qualité des produits, la provenance, etc. Donc je pense qu'il y a là aussi pour les marques quelque chose à raconter, quelque chose à dire. Euh, un peu de supplément d'âme entre guillemets sur le thème voilà nous on ne vous ment pas et on vous dit d'où viennent les choses et voilà à vous de décider si vous nous accompagnez ou pas. Oui, d'ailleurs, on remarque que c'est pas forcément des résultats qui sont attendus, mais c'est déjà une démarche qui est attendue de la part des consommateurs pour les entreprises. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous comptez faire, comment vous allez le faire et comment, en toute transparence, vous allez nous tenir au courant de l'avancée de vos projets ou de la démarche que vous mettez en place. Et cette notion d'échange de conversation, même entre la marque et ses consommateurs, est un élément qui va devenir de plus en plus important et avec cette notion de crise. Il y avait une slide qui peut aller dans le sens ce que tu disais, c'était celle, par exemple, sur ce sujet de relocaliser. Donc, la crise du Covid accentue ce mouvement de relocalisation. Tout d'abord, dans un premier temps, on se rend compte que quand on doit aller faire ses courses à 1 kilomètre de chez soi, consommer local va finalement être possible. Il y a également sur la relocalisation toute une volonté politique. Cette crise a mis en évidence qu'on avait perdu des industries stratégiques sur nos territoires et qu'il fallait absolument, si on voulait rester maître de grands sujets, pouvoir relocaliser des industries. Et puis, je crois qu'il y a également un mouvement de solidarité qui va se mettre en place. Moi, je suis convaincue que par solidarité nationale, pour aider nos entreprises, pour aider nos agriculteurs, les consommateurs vont vouloir consommer local. Alors, consommer local, ça veut forcément dire que l'entreprise, elle, doit se transformer parce qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément des stratégies achats qui ont intégré cet élément. Donc, revoir les stratégies d'achat, ça veut dire que toute l'entreprise doit travailler ensemble pour travailler sur quel business model derrière la relocalisation, quelle communication on met en place pour le faire savoir, justement, pour expliquer aux consommateurs qu'on est parti dans une démarche vertueuse, comment on va réintégrer une supply chain, etc., etc. Donc, on voit bien qu'on est bien au-delà d'un sujet strictement RSE ou d'un département RSE, mais que ça impacte toute la transformation de l'entreprise. On a un autre exemple, exactement. C'est ce qu'on peut appeler cette distanciation consumériste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, confiné et en plus la peur du virus fait que forcément on consomme à distance. On consomme à distance des loisirs, on consomme à distance des achats, du sport, etc., qu'on avait l'habitude de consommer différemment. Qu'est-ce qui va rester de ces nouvelles habitudes de consommation? Ce qui est sûr, c'est que l'entreprise va encore plus accélérer sa digitalisation de ses offres et de ses services et que si on parle de digitalisation, se posent immédiatement des questions comme l'éthique sur la data, la protection des données, comment fait l'entreprise, comment elle l'utilise, comment, je parlais de recréer le lien avec ses clients quand on est passé d'un lien physique à un lien virtuel ou digital, comment on travaille de nouveau ensemble. Voilà. Alors on a, je prends en même temps, même si on va prendre les questions tout à la fin, mais oui. on a une contribution
discussion de Valérie Quénon, j'espère que je prononce bien, qui nous dit les consommateurs vont accroître leurs exigences de qualité des produits et d'engagement des marques. Cependant, se pose la question de l'accessibilité de ces produits. Si plus chers, ils laisseront de côté les minorités silencieuses au pouvoir d'achat plus érodé encore. Et puis Pascal Willem qui nous dit certes, les études montrent que les citoyens préfèrent les entreprises qui s'engagent, mais dans la réalité, on voit que l'acte d'achat continue d'être en contradiction, confère le niveau de commande auprès d'Amazon pendant la crise et les demandes du MEDEF de lever les contraintes écologiques pour les entreprises. Quel est ton point de vue, Claudine? Alors, c'est sûr que à court terme, on peut craindre une polarisation de la consommation, c'est-à-dire ceux qui vont pouvoir, ceux qui ne vont pas pouvoir pour des raisons financières. Mais c'est à l'entreprise d'apporter la réponse et pas forcément de se dire immédiatement bon ben je revends plus cher parce que j'ai acheté plus cher, etc. Et c'est là où on est dans des vraies logiques de transformation qui vont se faire par étapes avec des jalons. C'est peut-être pas l'intégralité de sa production qu'on relocalise le mois prochain, mais ça va se faire par étapes. Et moi, je suis convaincue qu'en accompagnant cette démarche d'une stratégie de communication très pédagogique, en expliquant que c'est nos emplois, que c'est notre économie, que c'est notre santé, notre sécurité, il y a énormément d'arguments derrière la relocalisation, on va progressivement faire changer la société. Mais c'est une démarche et c'est progressif. C'est pour ça qu'on parle de transition, de transformation ou de démarche. Alors, est-ce que tu penses, Claudine, qu'il faudra ajouter à tous les critères dont on a parlé jusque-là, celui de la protection, genre la protection des collaboratrices, des collaborateurs d'une entreprise, la protection de ses clients, la protection de son image? Alors, en bas de mon écran, vous voyez manger un petit We Take Care. Donc, le We Take Care que vous voyez fait référence à une plateforme que chez InSign, on a lancée dès le début du confinement. Dès le début du confinement, on a voulu donner des questions, répondre à des enjeux très pragmatiques de l'entreprise sur 3 sujets qui nous paraissent vraiment stratégiques. Le premier, et c'est pour ça qu'on dit We Take Care, Care for People, c'est-à-dire comment, dans cette période de confinement, je vais entretenir et préserver le lien humain qui est très, très malmené pendant le confinement. On est tous traumatisés par cette période de confinement. Du Care for Business, parce que l'activité doit être soutenue. Il faut la préserver. Et puis du Care for Tomorrow parce que, et en particulier les marques, elles vont devoir s'adapter. Et c'est aujourd'hui qu'il faut vraiment préparer cet après pour les marques. Donc pour 3 enjeux, comme tu disais Audrey, les gens, l'activité et la marque qui est un asset immatériel stratégique pour l'entreprise. Alors, je répondais à l'instant sur le chat à Vincent qui dit le consommateur devrait demander de la transparence aux marques et une vision nouvelle dans l'entreprise pour que chaque projet ait une vision RSE. Et effectivement, je crois que on va en parler tout à l'heure, Claudine. Il y a un vrai enjeu aussi pour les marques, mais bon, au-delà de la crise que nous vivons aujourd'hui, mais encore plus à la sortie de cette crise, il y a un vrai enjeu de préservation des marques. Parce que Oui. un sujet d'inquiétude en permanence pour les marques finalement d'être absorbées, alors pas seulement par les GAFA, mais aussi par les Natu, Netflix, Airbnb, Tesla et Uber, ou encore des gros acteurs comme Alibaba et Baidu. Et en fait, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je l'avais, pour ceux qui étaient au Crystal Mad en décembre 2018, on en parlait déjà. Je crois que ces marques-là, ces grandes multinationales, pour prestigieuses et avantageuses qu'elles soient, ne pourront jamais s'appuyer sur un discours de responsabilité écologique, ne pourront jamais nous faire croire qu'elles participent à la préservation de l'environnement, puisqu'en fait,
leur modèle économique, leur modèle de développement, c'est la surconsommation, la rapidité, la suraccumulation, qui évidemment contrevient aux intérêts de l'environnement et aux intérêts sur le plan écologique des générations futures. En revanche, je suis vraiment persuadée que les marques peuvent se distinguer et ont un récit, ont une responsabilité à porter, à la fois dans le fait d'accompagner leurs clients dans une démarche vertueuse, mais aussi de démontrer à quel point elles se soucient de ces sujets et à quel point elles peuvent se réformer et s'engager de façon enthousiaste, pas de façon pas en se battant la coulpe, mais de façon enthousiaste, s'engager dans une démarche positive et de positive impact, à la fois parce que eh bien, c'est une nécessité aujourd'hui, mais aussi parce que ça stimule énormément les équipes jusqu'en haut, jusqu'au président ou à la présidente d'une boîte. On se dit finalement le matin en allant bosser qu'on va aller faire du business, qu'on va aller gagner de l'argent, mais qu'on va le faire en faisant mieux, en créant moins de dommages et en faisant mieux un peu plus chaque jour. Parce qu'en plus, c'est une démarche qui est hyper gratifiante, qui est hyper stimulante. Et C'est de l'amélioration continue. quand les collaborateurs s'y engagent, quand les entreprises s'y engagent, en général, c'est quasiment tous les jours qu'on voit les progrès qu'on pourrait faire, Claudine. Justement, Alors, oui, je vais partager, pour rebondir, un schéma qu'on avait préparé sur la fameuse notion de résilience dont on parle énormément maintenant, bien sûr parce que avec la crise sanitaire qui peut revenir, en tout cas celle qu'on vit actuellement, on parle de business models qui doivent pouvoir s'adapter, qui doivent pouvoir être durables et orientés vers l'avenir. Et cette notion de résilience, pour nous, elle s'appuie vraiment sur trois piliers. Le business model, l'image de marque, parce que la marque, cet asset immatériel, c'est vraiment un facteur de réussite, de survie pour les entreprises. Et cette marque, elle va être nourrie par la responsabilité, par les engagements de l'entreprise. Et puis, c'est en développant nos business models qu'on va pouvoir s'engager encore plus, qu'on va pouvoir faire encore plus pour changer les choses. Donc, ça nous paraît vraiment important de se dire qu'aujourd'hui, les marques, et je reprends des chiffres qui ont été publiés par une étude de Elan récemment, comme quoi 65% des Français choisissent d'acheter ou au contraire de boycotter des marques en fonction de la perception des valeurs qu'elles défendent, d'être jugé selon son engagement et sa contribution sociétale, l'utilité, l'éthique et l'honorabilité va devenir de plus en plus fort et important. On parle de marque, je crois que Audrey, tu en parlais en introduction, l'empathie, l'empathie, elle est également valable pour les marques. Une marque, elle peut être empathique en interne, ça veut dire qu'elle va protéger, qu'elle va tenir compte de l'importance de ses salariés, c'est toutes ces notions qu'on retrouve derrière les marques employeurs. Mais une marque empathique, elle l'est aussi avec ses clients. Aujourd'hui, on est sur des logiques de conversation, de partenariat, c'est-à-dire que les clients, ils ont envie de participer aux actions que les marques mettent en place. Et puis, une marque, elle doit être obligatoirement empathique avec la planète, avec notre avenir, avec… Alors, est-ce qu'on a perdu Claudine? Le temps que tu te reconnectes, éventuellement. Oui, alors je prends le relais. Je ne sais pas trop si vous m'entendez, si vous me voyez. J'ai l'impression qu'on a perdu Claudine qui va revenir, qui va se reconnecter, qui était donc en train de parler, Claudine, de la notion et de l'importance de l'empathie des marques et de l'empathie des entreprises, non seulement à l'égard de leur personnel, et ça va être, j'imagine, un sujet particulièrement prégnant et particulièrement important pour vous là, en ce moment, avec le déconfinement qui s'annonce et les nouvelles mesures à mettre en place dans les entreprises, même si le gouvernement nous incite à continuer le travail. Et puis, c'est évidemment une question d'engagement. Tiens, Claudine, tu es revenue. C'est une question
d'engagement aussi qui est réclamé par le grand public. Claudine, je terminais un petit peu ton propos. Est-ce que tu penses que les entreprises doivent aussi se préparer à accompagner les changements de vie et d'organisation du travail souhaités par les collaborateurs, pas seulement de façon très technique sur combien de personnes on met à la même table et combien de salles de réunion, combien de personnes peuvent se réunir dans une salle de réunion, mais peut-être sur des choses un peu plus profondes. J'imagine qu'au sortir de cette crise, il va y avoir beaucoup de gens qui vont se poser la question du sens de leur vie, de ce qu'ils veulent prioriser ou pas, et peut-être une volonté de mener des projets personnels, voire de reconversion. Alors, je parlais d'un traumatisme. Il y a un traumatisme très fort qui est vécu par nous tous par le confinement. Tout ce que, quand on parlait avant dans notre travail de l'équilibre, par exemple, vie pro, vie perso, alors là, tout a explosé vu qu'on travaille de chez soi. Pour ceux qui peuvent travailler de chez soi, il y en a qui sont pour exercer leurs fonctions, doivent se rendre sur leur lieu de travail, ont le sentiment de prendre des risques alors que d'autres restent chez eux. Le télétravail, quand on faisait, comme chez Insign, 2 jours par mois, c'était une bouffée d'oxygène. Faut reconnaître qu'à temps plein, ça peut devenir lourd et compliqué. Donc, c'est sûr que les collaborateurs vont encore plus rechercher du sens dans l'après, dans leur job, et que si l'entreprise n'accompagne pas ce mouvement, ne le soutient pas, voire même ne l'initie pas, mais il risque d'aller le chercher à l'extérieur, tout simplement. Donc, embarquer ses collaborateurs dans un projet inspirant, dans un projet de transformation qui concerne tout le monde, qui prend de la hauteur, qui parle d'intérêt général, qui parle de société et d'environnement, est un moyen, clairement, de pouvoir remobiliser ses collaborateurs dans l'entreprise et dans la raison d'être de l'entreprise. On en revient à cette fameuse raison d'être. Oui, et puis tu as mené avec InSign, avec l'Institut de l'économie positive et Opinionway, une étude sur la perception que les salariés ont de l'économie positive. Oui, alors c'est une étude qu'on avait menée fin 2019 avec l'objectif de la dévoiler et de la révéler fin mars. Donc pour l'instant, elle est encore, alors elle est toute prête, l'étude, et on commencera à en reparler, je pense, incessamment sous peu. Vous allez en entendre parler, mais en avant-première, je vous ai préparé une slide qui présente les résultats parce que ces résultats, finalement, ils sont très encourageants par rapport. Voilà. Yes, voilà la slide. Voilà la slide. Donc, c'est une enquête qu'on a menée avec Opinionway et l'Institut de l'économie positive sur le sujet de l'économie positive. Et on a souhaité aller interroger les salariés des entreprises pour savoir quelle était tout simplement leur perception sur cette notion d'économie positive. Alors, d'abord, très bonne nouvelle, c'est que quand on leur parle d'économie positive en assisté, on explique ce qu'est l'économie positive, ils sont 92% à y être favorables. Ils pensent également que les entreprises sont légitimes pour développer l'économie positive dans notre pays. Et puis, ils aimeraient vraiment que leur entreprise s'engage. Alors, il y en a certains qui disent que leur entreprise est déjà engagée et dans ce cas-là, ils souhaitent qu'elle aille encore plus loin. Et pour ceux dont l'entreprise, ils ont le sentiment qu'elle n'est pas engagée dans l'économie positive, ils souhaitent qu'elle s'engage. Et puis, ce qui est assez intéressant et motivant, c'est qu'ils sont 87% à vouloir personnellement, dans leur job, s'engager derrière leur entreprise pour enfin passer à l'économie positive. Donc, enquête avant le Covid, nous sommes convaincus que sur déjà ces résultats encourageants, on a tous les éléments pour pouvoir motiver l'entreprise derrière ces projets. Alors, on a plusieurs questions, Claudine, sur quelle définition donnez-vous à l'économie positive? Qu'appelez-vous précisément économie positive?
Vas-y, tu as 1 minute 30. Non, mais c'est très simple. L'économie positive, c'est une économie qui, dans sa façon de faire, prend en compte la société, l'environnement pour les générations d'aujourd'hui et les générations futures. Ce n'est pas que quelque chose de prospectif pour l'avenir, c'est dès aujourd'hui, mais c'est la même notion que la raison d'être de l'entreprise. C'est comment, dans l'économie, on met cette notion d'intérêt sociétal et d'intérêt environnemental, et pas uniquement l'intérêt business et financier, qu'on a dans le terme économie. Hein. Moi, je réfute l'opposition économie et écologie. Moi, j'aime bien parler d'écologie de marché parce que c'est parce qu'on va développer l'économie qu'on aura des moyens, qu'on aura des idées, qu'on aura des ressources pour changer le monde. Absolument. C'est en passant par l'écologie qu'on crée de nouvelles niches et une économie différente qui n'est pas moins profitable, mais dont le profit est peut-être réparti différemment. Alors, qui doit être intéressé selon toi par cette démarche et surtout en s'appuyant sur quelles ressources? Est-ce qu'on s'appuie sur ces ressources humaines déjà existantes? Est-ce qu'on s'appuie sur de la formation? Est-ce que tout le monde doit passer un contrat avec l'agence InSign sur le sujet? Je Alors, n'ai pas d'intérêt dans cette agence, hein, je ne touche à rien. Euh, en fait, on est vraiment, enfin, je pense qu'on en parle tous là sur des démarches de transformation de nos entreprises. Évidemment qu'une agence conseil peut accompagner cette démarche. Une agence conseil, elle peut aider par exemple à définir la raison d'être, elle peut donner une vision prospective du marché, c'est notre rôle. Mais les acteurs, ils sont à l'intérieur de l'entreprise. Et tous les salariés doivent devenir acteurs. Ce sont autant de petits colibris qui doivent chacun faire leur part pour que les choses changent. Une entreprise, elle est riche. Une entreprise, elle est riche des gens, elle est riche de ses expériences, elle est riche de ses compétences, elle est riche de cette complémentarité qui va lui permettre de réaliser ses ambitions. Donc, mettons en marche tous ces gens autour d'un projet structurant, motivant, évidemment, pour que ça fonctionne. Et la formation, en l'occurrence Green Management School, c'est vraiment l'allié de l'entreprise parce que c'est une école qui va permettre d'apporter la vision, la compétence, l'expertise des sachants, des scientifiques, pour que moi, dans mon job, moi je sais faire mon métier, mais j'ai pas la vision scientifique. Donc, si je veux pouvoir changer les choses, il faut que cette notion de transition écologique, solidaire, etc., je la comprenne. Il faut que je comprenne les impacts, il faut que je comprenne les interactions. Et c'est là où l'école, les sachants vont pouvoir m'aider. Et une fois que j'aurai intégré ces notions, ben dans mon job, je vais pouvoir me dire, ben ça, je peux le faire différemment, de telle façon, etc. Donc, l'union fait la force et je suis vraiment très, très heureuse et motivée par ce projet et de pouvoir contribuer à ce changement de société parce que c'est tous ensemble qu'on va y arriver. Merci beaucoup, Claudine. Une question, hein, mais on va répondre aux questions, hein, mais comme elle revient beaucoup là dans le chat, toujours sur la définition de l'économie positive, on me dit est-ce Oui. que cette définition ressemble beaucoup au concept d'entreprise altruiste? Euh, Alors moi, j'aurais une question à poser. Qu'est-ce qu'on oppose à entreprise altruiste? Parce que moi, j'ai le sentiment qu'une entreprise, par principe, elle doit être altruiste. Une entreprise, par principe, elle doit Il y a être… peut-être des entreprises dont le seul objet est de faire du profit et sans se poser la question de l'équité, du Mais moi, partage, de leur responsabilité. je suis convaincue qu'il y en aura de moins en moins parce qu'elles auront plus de clients qui vont acheter leurs produits, parce qu'elles trouveront plus de collaborateurs qui vont venir travailler chez elles, parce qu'elles n'auront plus de financiers qui vont les suivre, etc. Donc, on peut qualifier d'altruisme, mais pour moi, c'est la raison première de l'entreprise. Une entreprise, c'est un élément d'un écosystème comme un autre. Bon, on va dire ça à Total, hein. Alors, on va passer aux questions-réponses et merci Claudine pour
C'est quelques réponses éléments que tu nous as apportés. Je suis sûre que vous avez, de toute façon, il y a déjà plein de questions auxquelles on doit répondre. Et puis, on a un petit sondage aussi à la fin, mais je voudrais quand même conclure cet échange avec Claudine, avant d'engager l'échange avec la salle, hein, pour vous dire que la proposition de Green Management School, elle est radicale. Elle est radicale non pas dans ses méthodes, mais plutôt dans ses aspirations, puisque notre souhait est, à terme, avec cet enseignement et l'apport des entreprises qui nous feront confiance, et avec aussi la diversité des profils de nos étudiants, notre souhait, un petit peu comme l'exprimait Claudine à l'instant, c'est rien moins que élaborer un nouveau mode de management. On est peut-être aujourd'hui pas tout à fait dans une situation comparable à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, mais plutôt sur le mois comparable à celle du choc pétrolier des années 70, enfin 1973, 74 et 75. S'intéresser aux conditions géopolitiques de l'époque et à celles d'aujourd'hui, mais ça fait apparaître des parallèles qui sont assez saisissants. Et la crise économique du choc pétrolier, ses répercussions depuis, parce que les répliques ont été nombreuses et sur une longue période, semblent sur le point de se reproduire aujourd'hui. Mais en fait, ce à quoi a conduit cette crise n'est pas seulement un basculement dans le chômage massif et dans la crise en général. C'est pas seulement l'instauration de la mondialisation comme modèle dominant de nos économies qui a accompagné cette sortie du choc pétrolier. C'est pas seulement le triomphe du libéralisme et l'effondrement du keynésianisme au profit d'un mix, surtout dans les années 80-90, entre les théories de Milton Friedman et la fameuse courbe de l'affaire. Le séisme qui a été provoqué par ce choc pétrolier, il a aussi ouvert la route à la grande bascule dans un monde de grande prédation de ressources, d'accélération permanente, d'accumulation ininterrompue. Et en fait, on se retrouve presque 50 ans après dans une situation où, certes, évidemment, qu'on a progressé pendant toute cette époque-là. Je ne dis pas du tout que tout soit à jeter, loin de là. Mais on se retrouve dans une situation où finalement toute cette accumulation d'objets, d'informations, d'opportunités dans nos vies, toute cette accélération, cette suraccélération de nos vies, ne suffisent pas à nous protéger du fait que quelqu'un nous éternue dessus, en fait. Donc c'est quand même assez presque déprimant. Et du coup, moi j'ai envie de dire à tous ceux qui nous accusent, nous, écolos, d'être angéliques, d'être irresponsables, d'être irréalistes dans notre vision de la société, notre volonté de changement. Eh bien, à tout cela, je répondais déjà hier et j'ai envie de leur répondre encore aujourd'hui que finalement, l'égoïsme, le chacun pour soi, le profit maximum en un minimum de temps pour l'agrément de quelques-uns au détriment du plus grand nombre, le gigantisme, l'immédiateté, la loi du plus fort, tout ça, on a déjà essayé. On a essayé, on essaye depuis la révolution industrielle, on essaye depuis les années 70, on essaye depuis les années 80. Si ça marchait, on n'en serait pas là. On serait pas là en train de se parler de tous ces sujets-là aujourd'hui. Donc peut-être qu'il est temps d'essayer autre chose. Encore une fois, sans jeter le bébé et l'eau du bain, mais peut-être pourquoi pas essayer aussi l'altruisme. On parlait d'entreprise altruiste tout à l'heure. Essayer aussi le partage, essayer aussi la lutte contre les inégalités, la responsabilité à l'égard d'aujourd'hui et de demain. Et pourquoi pas avoir moins, alors pas moins au sens retour au Moyen-Âge, mais avoir moins pour être mieux en réalité. Avoir moins sans renoncer au fait de bien gagner sa vie, sans renoncer au fait de profiter de la vie et de ses opportunités, mais avec peut-être pour souci d'être justement plutôt que d'avoir. Je termine avec cette citation de Pierre Fournier qui était, parce qu'il est décédé, un grand écologiste et aussi un caricaturiste, dessinateur de génie, qui disait dans les années 70, je sais maintenant que la peur de passer pour un con, c'est le plus infranchissable et le plus commun des obstacles. Et j'ai envie de vous dire, n'ayons pas peur de passer pour des cons ou des rêveurs, et on peut parier sur ce qu'il y a de meilleur en nous. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont connu le krach de 1987, ont connu l'éclatement de la bulle d'Internet au début des années 2000, et ils ont connu la crise de 2008. Et si vous êtes encore là, c'est que vous vous êtes adapté, que vous n'avez pas renoncé, que vous avez combattu, vous avez essayé de faire face. Mais là, on a encore non seulement une opportunité, mais presque une obligation d'adaptation. Et peut-être qu'on peut passer cette fois
non seulement à l'adaptation, mais surtout à la transformation. Peut-être qu'aujourd'hui, on peut essayer d'aller au-delà et donc passer à cette transformation sans jamais perdre force ni courage. Ben, l'une de mes héroïnes inspiratrices, c'est Angela Davis, et Angela Davis dit ne manquer ni d'obstination, ni de patience, ni de détermination. Donc, c'est ce que je vous propose et c'est ce qu'on vous propose à Green Management School. Voilà. Ça va être le moment des questions, si vous êtes encore là et si vous voulez qu'on y réponde. Donc, Laurent, merci de nous envoyer les questions. Alors, question, je ne sais pas si on pourra répondre à toutes parce qu'il y en a énormément. Quand le greenwashing débute-t-il selon vous? Eh bien, le greenwashing, c'est la plaie, et où se situe la limite avec le greenwashing pour les entreprises? C'est la plaie, mais ça peut être aussi un avantage. Alors, c'est la plaie parce qu'évidemment, bon, c'est la solution de facilité, j'ai envie de dire, le greenwashing. Sauf que ça se voit de plus en plus. Alors, à mon niveau, mais Claudine, tu pourras peut-être en parler avec beaucoup plus de connaissances que moi du monde de l'entreprise. À mon niveau, j'ai plutôt tendance à vous conseiller de ne pas vous contenter de faire de greenwashing parce qu'effectivement, ça se voit et ça peut se retourner contre les entreprises qui le pratiquent. Et puis en même temps, j'ai tendance à me dire, et je sais que Franck Carfourne écoute et qu'il aime bien cette formule, que le greenwashing, ben, voilà, c'est un peu comme les perturbateurs endocriniens. Si ça peut pénétrer l'organisme des entreprises et les transformer cette fois de façon positive, bah, c'est déjà pas mal. Mais évidemment, c'est pas suffisant. Claudine, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Moi, je pense que le greenwashing, c'est quelque chose qui a vraiment vécu. C'était avant, c'était le début, c'était quand on commençait à avoir des rapports RSE, qu'on se donnait bonne conscience, etc. Moi, j'ai le sentiment que la société, elle a vraiment évolué sur ces sujets, qu'on a tous évolué, qu'on est tous autant de petites vigies pour pouvoir lutter contre ce fameux greenwashing. Et les entreprises en sont vraiment conscientes. Alors, on n'a peut-être pas des vilains clients, mais au contraire, tous les clients avec lesquels on travaille ont vraiment très peur en disant est-ce que ont presque peur plus de communiquer sur ce qu'il faut, sur ce qu'ils font par crainte d'être taxés de greenwashing et préfèrent ne rien dire alors que c'est vraiment bien ce qu'ils font. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression que greenwashing, c'était oui il y a 10 ans, mais plus maintenant, C'est vraiment. vrai, effectivement, j'ai vu ça, hein. J'ai vu des entreprises qui avaient Ah peur de oui, dire ce qu'elles faisaient parce qu'elles se disaient, mais si on le dit, on va nous accuser de faire du greenwashing. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Laurent? Laurent, c'est toi qui manipules les questions. Voilà. Laurent, c'est la conscience de ce webinaire. Charlotte demande, pourrait-on envisager une charte des bons clients, des bonnes entreprises, des bonnes écoles, un label Bicorp applicable à tous les sujets? Alors, je sais qu'il y a déjà pas mal de certifications et de labels, Claudine, mais là, c'est ton rayon, je te laisse répondre. Alors, moi, je dirais qu'il y en a une. C'est le Global Compact et les 17 objectifs durables des Nations Unies. Tout le monde peut Objectif de développement adhérer. durable. Oui, les 17 objectifs de développement durable. Tout le monde peut adhérer, c'est-à-dire vous avez une association, une fondation, une entreprise, un territoire, une mairie. C'est vraiment un référentiel. Alors, c'est pas une charte en tant que telle, c'est encore mieux. C'est une communauté de gens qui s'engagent autour de 17 objectifs qui vont nous permettre de réussir cette transition écologique. Et pourquoi il y en a 17? C'est très simple, parce que si on veut réduire tous les problèmes de réchauffement climatique, par exemple, on ne réussira pas si on ne s'attaque pas à la pauvreté, si on ne s'attaque pas à l'éducation, si on ne s'attaque pas aux problèmes de la diversité, etc., etc. Donc, ça fait autant de 17 objectifs, ça fait 17 combats que chacun peut prendre en fonction de ses affinités, peut prendre en fonction de sa légitimité. Si je suis une entreprise, je peux dire, ben moi c'est l'ODD 4 par exemple sur l'éducation, sur lequel je peux vraiment agir plutôt qu'un autre, etc. Donc oui, ça existe et je vous encourage tous à adhérer à cette grande communauté. C'est une adhésion, c'est volontaire, donc allez-y. Autre question, Laurent, avant qu'on passe au sondage. Alors, comment se fait-il que des entreprises comme Renault, Air France, Vallourec obtiennent une relance économique de 20 milliards Eh d'euros ben, alors oui, qu'elles ne sont soumises à aucune condition oui, environnementale? eh bien, je suis bien d'accord. Voilà. On n'est pas Hélas, d'accord, François, mais
pose aussi la question. Voilà. Hélas, Voilà. Claudine n'est pas présidente de la République et je ne Voilà, suis pas Premier ministre. C'est ça le problème. Nous sommes alors, d'accord, ça pose question. mais je pense que c'est plus on sera nombreux à soulever cette question, à dire qu'on ne sera pas d'accord, Bien plus on sûr. pourra influencer les choses pour que ça change. Tiens, moi j'ai une question. Alors, il y a celle de Yannick, mais Laurent, bon, on va prendre celle-là et ensuite je prendrai. Voilà, je voulais prendre une question dans le chat avant. Là, tu m'as enlevé le J'ai chat du baissé leur coup. Voilà. Alors, question de Ahmed Benyachi, et Nicolas Turpin et Véronique Tronchot-Hilaire. C'est des questions qui se complètent. Qui porte l'envie? Est-ce que c'est le middle ou le top management? Qui porte le projet en interne et quelle fonction, Claudine? Alors, ce qui est, pour moi, c'est tout le monde. C'est-à-dire que c'est vraiment une dynamique qui doit se créer. On peut avoir un dirigeant qui est très impliqué. S'il n'embarque pas ses salariés, je vous assure qu'il ne se passera rien. De la même façon, on peut avoir des salariés qui ont envie de faire plein de choses. S'ils ne sont pas suivis par leur manager, leur direction, ça ne se passera pas. Donc, c'est pour ça que c'est à chaque entreprise de vraiment déterminer quels sont ses combats. J'aime bien ce terme de combat parce qu'on ne peut pas tout faire. En plus, on n'a pas forcément des affinités après avec tous les combats. Personnellement, vous êtes plus sensible à des sujets de, je sais pas, diversité, d'autres à des sujets écologiques, mais c'est cette complémentarité qui va faire la richesse. Donc, dans chaque entreprise, c'est vraiment la dynamique qui va faire la réussite et non pas le greenwashing ou des opérations prétextes comme on peut les voir. Alors, on va prendre encore une question, celle que tu mettais à l'écran, voilà, Laurent. Pensez-vous que demain, nous pourrons convaincre les grands comptes de baisser leur achat publicitaire pour investir dans des actions engagées ou caritatives choisies avec leurs salariés, marque employeur et leurs clients et à terme développer, ah oui, alors attendez, je descends, développer une vraie préférence à la marque. Question de Yannick de l'agence Disobey. Alors, Euh, Claudine. ben moi, je pense, pour le vivre au quotidien, sincèrement, qu'on n'a pas besoin de les convaincre. C'est vraiment un mouvement qui est engagé de se dire, eh bien, on va répartir nos investissements différemment. Et c'est pour ça que la notion écologie, économie est vraiment liée. C'est parce que l'entreprise a des moyens et qu'elle va pouvoir les orienter sur des actions durables qu'on va faire des choses. Donc les deux sont liés et moi j'ai vraiment le sentiment que les entreprises sont parties dans ces logiques. Alors, on a un petit sondage qu'on voudrait faire en direct avec vous. Laurent, je vais te laisser lancer le sondage. On a 3 questions à vous poser et vous aurez le temps de voter. Donc, 3 questions. Êtes-vous favorable à l'engagement de votre entreprise dans une démarche d'économie positive? Normalement, vous devez pouvoir participer en cliquant directement sur votre écran. Alors, première question, donc êtes-vous favorable à l'engagement de votre entreprise dans une démarche d'économie positive? Pas du tout, un peu, beaucoup, pleinement. Je vous laisse le temps de répondre à cette question avant de passer à la deuxième. On va dire que là, vous avez eu le temps de répondre. Deuxième question, et vous, dans vos fonctions, à votre poste à titre personnel dans l'entreprise, est-ce que vous avez envie, pas du tout, un peu, beaucoup, pleinement de passer à l'économie positive? Donc là aussi, on va vous laisser un petit peu de temps pour répondre. Et puis, troisième question, êtes-vous intéressé par la formation? Alors là, je vous laisse vraiment le temps de répondre. Êtes-vous intéressé par la formation Green Management School pour vous-même, pour vos collaborateurs et collaboratrices, ou pour prendre un ou une étudiante en alternance? Parce que l'objectif de Green Management School, c'est vraiment qu'on ait des étudiants qui soient en alternance, donc en 4/5e, le 4 dans 4/5e pour l'entreprise et le 5 dans 4/5e pour l'école sur 2 ans. Voilà. Alors, je pense qu'on a avez eu le temps de voter pour les trois. Et Laurent, c'est toi qui lance le résultat. Si ça marche. C'est la première fois qu'on essaie ça en direct, hein. Donc on voit si ça marche. Alors Laurent? Ouais, on t'entend. Non, non, pas.
Moi, On je laisse n'entends tourner rien. un peu alors. Ah, On voit pas encore parce que tu n'as pas arrêté le compteur, Laurent. Donc, première question, êtes-vous favorable à l'engagement de votre entreprise dans une démarche d'économie positive? Pas du tout, un peu, beaucoup ou pleinement. Deuxième question, et vous, dans vos fonctions à titre personnel? Et troisième question, êtes-vous intéressé par la formation Green Management School? Audrey, je m'aperçois que sur la troisième question, on n'a pas donné la possibilité qu'il ne soit pas intéressé. Mais on ne peut pas imaginer qu'il ne soit pas intéressé, c'est pas On possible. est un peu orienté. Nous avons été un peu présomptueux, chers amis. Alors, Laurent, est-ce qu'on peut annoncer les résultats et libérer nos amis? Merci beaucoup. Superbe. 58% d'entre vous, de ceux qui étaient encore présents dans la salle, ont voté. Donc, êtes-vous favorable à l'engagement de votre entreprise dans une démarche d'économie positive? Ben voilà, pleinement, 47%, 16% beaucoup et pleinement 47%, ça fait combien? Ça fait 57 et 6, 63. 63% de ceux qui ont participé à ce vote sont prêts à s'engager beaucoup ou pleinement avec leur entreprise dans cette démarche. Et vous, dans vos fonctions à titre personnel, 15% beaucoup, 42% pleinement, ça fait 57%, ce qui est quand même une belle majorité. Je connais beaucoup d'hommes et de femmes politiques qui aimeraient avoir ce genre de score. Et êtes-vous intéressé par la formation Green Management School? Alors là, c'était une question à choix multiple, donc je vais pas faire d'addition, mais j'ai l'impression que ça démarre pas mal, hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est que en fait, je vais vous inviter pour ceux qui soit qui sont pas encore convaincus, soit qui sont convaincus mais qui en savent, qui veulent en savoir un peu plus, à nous rejoindre tous les mardis soirs à 18 heures pour les webinars de présentation là qui sont vraiment consacrés à la présentation de l'école Green Management School, toutes les questions pratiques sur l'admission, la formation qui est dispensée, est-ce qu'elle est reconnue ou pas par l'État, leur relation avec les entreprises et tout. Ça, c'est tous les mardis soirs à 18 heures. Et puis, le 6 mai prochain à 11 heures, nous aurons une deuxième masterclass du type de celle que nous avons organisée ce soir, qui sera organisée avec François Gémen. François Gémen qui nous parlera voilà, de climat et d'équilibre géopolitique. La question de ce webinaire, c'est le monde d'après peut-il être meilleur? Donc ça, ce sera le 6 mai à 11 heures. Et puis toutes les infos sur l'école sont sur green-management-school.fr. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, Claudine. On arrive au bout Oui, de notre webinaire. énormément de questions, c'est dommage. On Ouais, il y a plein de répondra. questions. Après, moi, ce que je vous propose, c'est, mais Laurent, si tu veux prendre le lead, en tout cas sur l'audio, ces questions, de toute façon, on les récupère, on les série et on peut y répondre ensuite, soit lors d'un deuxième webinaire, soit en direct par mail. Après, si tu veux, là, à la volée, Claudine, on a encore presque 300 participants dans la salle, prendre une ou deux questions. Vas-y, hein, je prends des questions Oui. dans le chat. Alors, hop, 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 une entreprise française tout à fait dans cette dynamique d'économie positive, c'est la Camif, effectivement, un Oui, cas très oui, bien intéressant. sûr. Et je précise, et rentable, Mm. rentable, Et performant. rentable. Donc, encore une fois, n'opposons pas de vouloir faire du durable et du responsable ne veut pas dire qu'on va dégrader les résultats et les performances de l'entreprise. Non seulement les On va prendre dégrader, encore. on Ouais. les améliore. Alors, Patrice Dubois nous dit, une crise de sens était amorcée avant le Covid, successivement aux crises précédentes qu'a cité Audrey. Y a-t-il un lien, selon vous, à ce chapelet de crise? Personnellement, je serais tentée de vous répondre, le lien, c'est le système. Le lien, c'est le fait ne transforme pas ce système très prédateur et très dommageable à l'environnement. Après, moi, j'ai au moins 30 livres sur la question chez moi et il y a des kilomètres et des kilomètres de rayonnage de librairies sur le côté systématique et cyclique des crises. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, en tout cas, c'est que cette crise du Covid-19, elle met à genoux beaucoup d'économies. Elle confine 4 milliards et demi d'êtres humains sur Terre, ce qui est quand même les deux tiers de l'humanité sont aujourd'hui en situation de confinement.
Mais c'est une crise dont on va pas sortir tout de suite, hein. Nos habitudes de vie, nos modes de vie vont être bousculés très profondément pendant plusieurs mois. Et sans vouloir jouer les Cassandres, il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de probabilités que d'ici 1 an, 2 ans, 5 ans, il y ait une autre crise majeure de ce type-là, une crise environnementale, une crise de santé publique, une crise climatique. Donc l'idée, justement, c'est de tirer les leçons de ce qui nous arrive aujourd'hui pour changer le système, le transformer en profondeur et être résilient et être protégé de la prochaine crise. Mm. Ah bah, je te laisse répondre, Claudine. Faut-il avoir peur pour changer? De quoi devons-nous avoir peur demain? J'ai un petit peu répondu à l'instant, mais ton point de vue de femme d'entreprise est intéressant sur ce sujet. En fait, moi, je suis convaincue qu'il faut changer. Enfin, c'est pas qu'il faut avoir peur ou on n'aura pas le choix. Donc, mon message, c'est de dire vaut mieux s'y préparer, prendre le temps, le faire par étapes en posant les jalons que de se retrouver au pied du mur. Je pense que cette crise nous montre qu'on s'est retrouvé au pied du mur, c'est-à-dire qu'on nous a annoncé le lundi midi qu'il fallait que le mardi midi on soit tous confinés. On voit bien les dégâts que cela a créés. Donc, alors, je ne dis pas qu'il faut anticiper des crises sanitaires en permanence, mais peut-être, quoi qu'il en soit, il faut absolument se préparer à changer et encore une fois, si on s'y met tous, on y arrivera. C'est sûr que si y en a qui changent, qui veulent changer dans l'entreprise et pas d'autres, etc., c'est ça qui est compliqué. À partir du moment où tout le monde a la même vision, les mêmes objectifs et encore une fois met sa pierre à l'édifice, fait son petit colibri, c'est comme ça qu'on va y arriver. Mhm. Je vois une contribution de Stéphanie Poussino, je sais pas si elle est encore dans la salle, et qui dit je reste dubitative pour avoir travaillé dans une PME industrielle dont les principaux clients étaient de grands donneurs d'ordre ou des centres de recherche. Dans le cas d'un appel d'offres, les conditions de travail des salariés et les modalités de production ne font pas le poids face au prix proposé. C'est vrai que cette dimension sociale et cette dimension ressources humaines, relations sociales au sein de l'entreprise, c'est un critère déterminant de l'économie positive. C'est un critère qui fait partie des objectifs de développement durable. Et effectivement, pour les PME qui sont face à de grands donneurs d'ordre, parmi lesquels parfois l'État, eh bien c'est difficile de mettre en avant ces critères-là. C'est vrai. Après, on a aussi la possibilité d'agir. On voit très bien que, par exemple, au niveau des marchés des collectivités, les collectivités qui subissent la pression des citoyens pour avoir des villes plus vertes, où on respire mieux, etc., intègrent de plus en plus le caractère environnemental et écologique dans les appels d'offres, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, c'est finalement encore une fois, tout est lié et chacun peut agir à son niveau. Mhm. Et Alors, il y a Ahmed qui dit voir comment l'entreprise intègre dans son fonctionnement un indicateur solidarité, égalité homme-femme peut être utile. J'imagine que c'est un petit bout de conversation, peut-être qu'il manque un autre bout. Alors, est-ce que ça marche, ça, dans les entreprises, cet indicateur d'égalité des genres, Claudine? alors déjà c'est une obligation, donc ça veut dire que c'est un progrès. Ça nous a obligés à calculer tous notre index homme-femme avec différents critères. Après, à l'entreprise, évidemment, si ça marche pas, de s'en saisir, de se dire bon bah il faut qu'on améliore, de prendre conscience des points d'amélioration qu'elle a, sur lesquels elle doit travailler, etc. Mais ça a l'avantage, c'est comme les quotas, sous ce genre de choses, au moins de mettre des chiffres derrière des grandes idées. Et moi, je crois beaucoup à cette notion, c'est pour ça que je parle de positif d'impact, à la valeur du chiffre, à la valeur du résultat, à la valeur du résultat de l'engagement, parce que c'est bien beau de s'engager, mais si derrière on met pas des chiffres, et l'avantage de l'indicateur, bah, c'est que ça se suit, ça s'améliore, ou ça se détériore, mais ça donne un élément. Donc oui, Alors, forcément. il y a Marilyn, encore une fois, je ne sais pas si elle est encore dans la salle, Marilyn Cancel, qui dit, n'avez-vous pas le sentiment que ces grandes aspirations
en faveur d'un autre modèle concerne d'abord les salariés des grandes entreprises. Alors, si on parle d'aspiration, moi pour le coup, je disais au début de ce webinaire que j'ai rencontré des milliers de personnes depuis 3 ans et j'exagère pas, hein, vraiment, je me suis énormément déplacée, j'ai rencontré énormément de gens et très franchement, et la plupart du temps d'ailleurs dans des petites structures, et très franchement, ce souci à la fois du citoyen ou de la citoyenne et du salarié ou de la salariée, de son impact à titre personnel ou en tant que collaborateur ou collaboratrice d'une entreprise, ce souci de son impact et de la réduction de son impact, je l'ai trouvé partout dans les très petites entreprises comme dans les très grandes entreprises. Alors évidemment, dans une très grande entreprise, qu'on disait tout à l'heure, on a les moyens d'avoir un gros service de RSE ou de développement durable, on a les moyens d'avoir un gros service de RH et puis de s'interroger, de consulter des cabinets de conseil, etc. sur l'adéquation entre ses process et sa raison d'être et tout. C'est évidemment beaucoup plus difficile, plus l'entreprise est petite, plus c'est difficile. Mais je crois que cette envie, ce souhait, il est vraiment partagé, y compris. Bon, je reviens, j'évoquais très très rapidement tout à l'heure la crise des gilets jaunes. Les gilets jaunes, alors là, on peut pas dire que les gilets jaunes, ce soit les grandes entreprises, les gros capitaux, etc. Ils n'étaient pas moins préoccupés par les questions environnementales que tous les autres. Ils étaient tout aussi préoccupés, mais ils demandaient de la justice sociale. Et un des grands enjeux, un des grands paris de la transition écologique et solidaire, c'est pour ça qu'on rajoute toujours le et solidaire, c'est d'arriver à faire converger la lutte contre les inégalités, la lutte pour la justice sociale et les mesures nécessaires pour réussir cette transition écologique. Si on fait la transition écologique sans justice sociale, sans lutter contre les inégalités, finalement, si on la fait contre les plus démunis, elle ne marchera pas. Enfin, elle peut marcher, mais pour un nombre très réduit de personnes. Et c'est pas ce qui m'anime et c'est pas ce qui nous intéresse ici. Donc vraiment, il faut se retirer de l'esprit l'idée selon laquelle on aurait l'écologie c'est un truc de bobo ou bien l'écologie c'est un truc pour ceux qui ont les moyens, etc. C'est faux parce qu'en fait la réalité, et là je veux bien qu'on fasse un deuxième webinaire rien que sur cette question des inégalités, la réalité c'est que le réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité sont des amplificateurs d'inégalités. C'est déjà aujourd'hui ceux qui ont le moins, ceux qui sont le plus démunis, qui sont les moins responsables du problème parce qu'ils émettent le moins de gaz à effet de serre, mais qui en subissent le plus les conséquences et qui ont le moins de moyens de s'en protéger. Et l'objectif des militants écolos dont je fais partie, en tout cas mon chemin, parce que évidemment c'est comme dans tous les combats, il y a plusieurs chemins possibles, c'est vraiment moi je me suis engagée dans ce combat-là parce que je voulais lutter contre les inégalités. Et c'est vraiment de faire en sorte que cette lutte contre le réchauffement climatique soit d'abord au service des plus démunis, d'abord au service de ceux qui subissent le plus l'impact aujourd'hui du réchauffement climatique. Peut-être on peut prendre une dernière question, Claudine. Laurent, je te laisse. Ah ben voilà, très bien. Claudine, elle est pour toi cette question. Des exemples d'entreprises qui tirent le mouvement sur tous ces sujets. Oui, eh bien, on a parlé de la CAMIF, évidemment, la MAIF aussi. Je vous ai parlé de la raison d'être. Il y a un statut qui a été créé au mois de janvier qui s'appelle Entreprise à mission. Donc, ce sont des entreprises qui non seulement se définissent une raison d'être, mais en plus s'engagent sur un plan d'action avec des objectifs et des résultats qui vont être mesurés, publiés par des organismes indépendants. Et donc, quand je parle de mouvement d'entreprise, il y a un véritable mouvement d'entreprise en France. Et puis, il y a également des grands comme le groupe Danone avec à sa tête Emmanuel Faber qui a fortement été à l'initiative de cette loi Pacte, Veolia. Donc, je pense qu'on peut être fier de nos entreprises et des gens qui sont à la tête de ces entreprises qui vraiment s'engagent sur ces sujets. Alors, on va forcément toujours sortir le contre-exemple et oui, il y en a. Mais ce qui est quand même motivant et je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir les mouvements. C'est qu'il y a un véritable mouvement d'entreprises qui restent profitables, qui sont des fleurons de notre industrie française, qui sont engagés dans ces mouvements.
Et puis, il y a toutes ces entreprises qui font partie de l'économie sociale et solidaire, qui sont Oui, des dizaines de milliers en Europe, qui sont des milliers en France, toutes ces initiatives, toutes ces startups qui se créent avec l'objectif de faire du business, mais de faire du business le plus équitable possible, le plus respectueux possible. Après, on peut se poser la question de savoir si c'est compatible ou pas. Mais il y a quand même un mouvement. Alors moi, je suis plutôt tournée vers l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Mais il y a quand même un mouvement de fond aussi, et c'est pour ça que je parlais de ces jeunes diplômés qui réclament une formation transversale et complète sur ces sujets-là. Il y a un mouvement de fond dans les entreprises et singulièrement les PME et les TPE pour réduire l'impact et se montrer le plus responsable possible. Merci à toutes et tous, c'est presque 19h20. je veux Vraiment, terminer sur une remarque parce vas-y, je qu'on t'en n'en prie. a pas parlé. Je vois un commentaire. Oui, et le monde associatif aussi. Oui, bien sûr. Et je pense que ça aussi, c'est un des grands enjeux quand je parlais d'entreprise et de son écosystème. L'entreprise, oui, elle doit travailler avec ses collaborateurs, mais elle doit intégrer des associations, elle doit intégrer des startups, elle doit intégrer des petites boîtes de l'économie solidaire sociale et solidaire pour justement s'engager dans cette notion de transition. Et, euh, et c'est ce qui est intéressant derrière ce mouvement. Voilà. Absolument. Merci à toi, Claudine, Claudine Pagon, qui fait donc partie de l'équipe enseignante de Green Management School. Merci à vous Merci toutes et de tous vos messages. d'être là et tous vos messages. Donc, si vous voulez continuer la conversation, eh bien, rendez-vous mardi prochain. Vous allez voir sur les réseaux, on va mettre les liens pour notre webinar de tous les mardis soirs à 18h. Et rendez-vous le 6 mai à 11h avec François Gémen. Là aussi, ça va être, je pense, vraiment passionnant. Et je suis sûre, Claudine, tu seras dans la salle d'ailleurs Bien sûr. pour suivre François qui fait partie des enseignants de Green Management School et qui va nous parler de biodiversité, de réchauffement climatique, de migration, de géopolitique, de ce qui va changer ou pas, et de l'espoir qu'on peut avoir. Il faut quand même garder l'espoir qu'on peut sortir un peu meilleur de cette crise. Très bonne soirée à tous. À bientôt. Namasté.